Bonjour Stéphanie. Bonjour Anne. Alors déjà, je voulais te remercier d'avoir accepté de te faire interviewer pour Femme de projet. Avec plaisir. En fait, régulièrement, j'interviewe donc des femmes qui sont expatriées, entrepreneurs nomades et que j'appelle moi inspirantes. Et c'est dans cet esprit-là que j'ai pensé à toi et que j'ai vraiment souhaité t'interviewer à travers tout ce que tu fais et ton activité. Je voulais savoir si déjà tu pouvais te présenter en quelques mots. Ouais, donc moi je m'appelle Stéphanie Wampak, je suis maman de 3 enfants, j'habite en Californie depuis bientôt 3 ans et je suis sage-femme. Et du coup j'ai fondé il y a un peu plus d'1 an Éclore et moi, c'est des accompagnements pour des femmes et des couples qui veulent vivre une naissance qui leur ressemble. D'accord. Alors, comment tu es arrivée à ce projet d'Éclairez-moi et à ce parcours de sage-femme finalement? Alors, à la base, moi, j'étais pas du tout sage-femme. J'étais ingénieure de gestion. Donc ça c'est ce que j'ai fait à la sortie de l'école, à la sortie du bac. Moi je suis belge donc on n'a pas le bac mais peu importe. Et puis j'ai travaillé dans une ONG pendant 5 ans et j'ai eu ma première fille puis ma seconde fille et en fait le métier de sage-femme c'est quelque part imposé à moi quand j'ai eu ma première fille parce que je me suis rendu compte de la manière dont on accompagnait les femmes dans ce moment particulier de transition de vie quand elles passaient de femme à mère. Et je me suis dit, il y a vraiment un problème dans la manière dont on les accompagne. Il y a vraiment des manques certains. C'est venu à moi enfin, ça s'est vraiment imposé. Je me suis dit, j'ai envie d'être à mon tour celle qui les accompagne, ces mamans dans ce moment particulier de vie. Et du coup, j'ai longtemps hésité parce que forcément, j'avais d'abord un enfant, puis 2 enfants. Et en fait, c'est mon mari qui, quand je lui ai dit sur le ton de la blague, tu sais, je vais reprendre des études de sage-femme. Bon, voilà, c'est quand même 4 ans. C'est un investissement. Ça veut dire pas de rentrée financière pour ma part. Ça veut dire vivre sur un salaire que générait mon mari. Et il m'a prise au sérieux. Et il m'a dit, pourquoi pas. Et du coup, ça m'a permis, moi, de me prendre au sérieux. Et donc, j'ai recommencé des études de sage-femme à 28 ans, 29 ans. Et ça fait 2 ans, maintenant, un peu plus de 2 ans que je suis diplômée. Voilà. Et en fait, tu me demandes comment j'en suis arrivée à ce projet-là. À la fin de ma 4e année de sage-femme, on a déménagé ici en Californie. Donc, j'avais pas fini mes études quand on est arrivé ici. J'ai fini à distance. Donc ça a été aussi une grande révolution pour l'école. J'ai, par exemple, défendu mon mémoire par Skype devant le jury. Et puis, voilà, une fois que mon diplôme était décroché, puis tout s'était bien passé, il a fallu penser à quelle sera ma pratique. Sauf que ici, c'est pas reconnu mon diplôme aux États-Unis, donc il fallait passer par tout un processus d'équivalence. Et ça, c'était après 4 ans d'études et 4 ans de vie sur un salaire, c'était trop me demander de refaire une année complète d'études. Et c'est là que je suis tombée sur un accompagnement par une coach qui m'a aidée à créer mon projet nomade, en fait, comme le modèle Éclore et moi est aujourd'hui, d'accompagner des femmes à distance et de manière virtuelle, avec mes connaissances sage-femme, mais pas que, avec tout ce que j'ai envie d'y mettre. Un projet, un accompagnement qui me ressemble aussi. Donc, tu es ce qu'on peut appeler une sage-femme nomade. C'est comme ça que tu l'appelles? Si tu veux, si tu veux, c'est un peu une sage-femme nomade. En tout cas, pour l'instant, c'est un modèle qui me convient très très bien parce que je les prépare au-delà de la naissance, je les prépare aussi à devenir parents. Je leur donne énormément d'informations, énormément d'outils pour qu'ils puissent se sentir confiants dans cette transition de vie. Puis à côté de ça, chemin faisant, j'ai eu la chance de trouver une sage-femme ici qui m'a complètement prise dans sa pratique, qui fait elle que des accouchements à domicile, ce que je connaissais pas puisque moi j'avais une formation hospitalière. Donc elle a fait déjà dans ma conception, dans ma posture, dans ma vision sage-femme, elle m'a fait faire un virage à 180 degrés. C'est comme si j'avais un nouvel apprentissage, un nouveau métier à apprendre. C'est très difficile, c'est très différent domicile et hôpital. Et du coup, ça se complète très très bien en fait dans le fait d'apporter surtout aux parents cette notion de respecter leur projet, de respecter la femme, de respecter la physiologie et d'avoir la chance d'observer dans ma pratique ici locale des accouchements physiologiques puisque ça se passe à la maison.
dans la plupart des cas, ça se passe bien. Ça me permet de compléter la manière dont j'accompagne les parents, effectivement, de manière nomade, parce que demain, on déménage, on part bientôt de Californie. Mon entreprise, elle me suit et j'ai rien à y changer. Et puis, c'est aussi apporter à des gens, la plupart des couples que j'accompagne sont expatriés aussi ou vivent à l'étranger. Et du coup, c'est leur apporter un complément de ce qu'ils trouvent eux sur place, qui répond pas forcément à 100% à toutes leurs attentes. Voilà, je sais pas si ça répond. Oui, si, complètement. Et donc, justement, par rapport à ça, en quoi pour toute l'expatriation, qu'est-ce qu'elle t'a apporté à travers ton vécu personnel et professionnel? C'est difficile à résumer parce que l'expatriation t'apporte beaucoup de choses, mais tu le vois pas forcément au moment où tu le vis, parce que ça reste quand même dur dans les débuts. Enfin, moi, quand je suis arrivée, comme je te disais, je finissais ma 4e année d'études, j'étais enceinte de mon 3e enfant. Donc, on cumulait pas mal de choses et il fallait découvrir, décrypter tout un nouveau mode de pensée qui se passait ici. Mais a posteriori, je dirais que ça m'a permis de sortir d'un schéma de pensée qui était le mien en Belgique avec ma culture, mes amis, ma famille. Et ça m'a permis de découvrir qu'il y en avait d'autres. Et du coup, le fait que tu sors dans un schéma, que tu penses une réalité X, de rentrer dans une autre réalité Y, tu te dis, en fait, je peux créer la mienne. A, B, C, D ou D, A, B, C, D, F, G, peu importe. Mais surtout, tu as une capacité de t'entendre toi et de ce que tu as envie de faire toi dans ta vie et de comment tu as envie de la mener. Et je pense que je peux pas refaire l'histoire, donc je peux pas l'affirmer à 100%, mais je pense que grâce à l'expatriation, j'ai pu créer ce genre de projet-là, que si j'étais restée en Belgique, j'aurais jamais osé le penser, même. D'accord. Et donc, tu aurais plus pris un poste, entre guillemets, de sage-femme plus classique, comme tu connaissais à l'époque quand tu faisais tes études. Ouais. Après, il y a clairement la notion d'accompagnement. Comme je disais, moi, j'ai été accompagnée pour mettre en place ce projet. Donc, il était déjà présent en moi, le projet. Donc, c'était pas un accompagnement forcément pour définir le projet qui me correspond, mais c'était la manière dont j'allais oser le mettre en place. Et grâce au contexte expatriation plus accompagnement, j'ai osé enlever les œillères qu'on peut avoir si on est dans un schéma donné de pensée. Ouais, sortir de la boîte et aller vers quelque chose de plus innovant, de plus innovant, qui touche à nos peurs, évidemment, qui nous limite. Mais parce que tu te rends compte que en fait c'est possible de penser tout à fait différemment quand tu t'expatries. Et, même dans la définition de sage-femme. Une sage-femme ici en Californie, je veux dire, parce que c'est très différent d'un état à l'autre, le statut et puis la manière de pratiquer des sages-femmes. Mais même la définition, la reconnaissance du métier de sage-femme est différente et je n'en aurais peut-être pas eu conscience si j'étais pas sortie de la Belgique et je serais restée dans un modèle. D'accord. Et est-ce que tu as le sentiment que du coup, tu as pu peut-être plus t'approprier ton projet ou si tu avais, entre guillemets, juste pris un poste de sage-femme comme tu l'avais appris? Je pense que j'aurais pas autant osé assumer tout ce que je mets dans mon accompagnement aujourd'hui si j'étais restée en Belgique. Parce que là, je parle pas au niveau perso, je parle vraiment au niveau professionnel. On a l'impression, je sais pas très bien comment mettre des mots là-dessus, mais qu'on évolue dans ce modèle professionnel d'une certaine manière et c'est très dur d'essayer de sortir du lot. Et du coup, là, avec tout ce que je viens de dire, et étant sortie de ça, ayant vu autre chose, je me suis dit, c'est complètement OK d'être complètement moi et d'assumer mes convictions dans mon projet et puis de les partager. Et puis après, c'est le fait d'avancer avec les femmes qu'on accompagne, avec ses clientes ou ses patientes, peu importe, on les appelle comme on veut, mais d'avancer avec elles, d'avoir les retours qui viennent te confirmer dans le fait que tu fais la différence dans leur vécu à elles, qui fait que tu oses encore plus. Enfin, c'est un tout. Je pourrais pas l'isoler. D'accord, ok. Moi, j'ai une question que je pose souvent aux entrepreneurs aussi, c'est comment en fait tu as trouvé l'argent? Parce que finalement, se lancer, c'est aussi, ça peut aussi être un investissement financier.
Et même si c'est un sujet qu'on aborde peu finalement, comment toi, tu as trouvé l'argent? Ouais, en fait, bah, nous, on sortait de 4 ans sur un salaire, donc zéro économie. On est parti aux États-Unis, toute notre famille nous ont dit vous êtes complètement dingue. Après arriver ici, mon mari, c'était plutôt un poste de postdoc qu'il a eu, c'était pas un poste d'employé, donc c'était pas non plus un salaire qui correspond au niveau de vie californien. Donc on a eu vraiment des grosses difficultés financières et moi, l'investissement dont j'ai eu besoin au début, c'était d'avoir l'accompagnement pour m'aider. J'avais pas l'énergie de faire ça toute seule, donc j'avais vraiment envie qu'on me donne un chemin balisé, voilà, pour lancer un projet d'entrepreneur en ligne, nomade. Il y a ça comme étape. Mhm. J'avais envie de ça, et puis il y avait créer le site internet. Ça, j'avais pas envie de le faire moi-même parce que c'est pas mes compétences. Donc il y avait surtout ces deux postes-là au niveau d'investissement financier. Et on vivait quand même dans une maison avec 4 chambres, avec nos 3 enfants. Et donc, je suis arrivée chez mon mari, je lui ai dit, écoute, le troisième, c'est encore un bébé. La plupart du temps, il est encore dans notre chambre. Nos enfants peuvent tout à fait dormir dans 2 chambres et pas 3 chambres. On va prendre un colocataire. Et en fait, j'ai utilisé l'argent mensuel du colocataire pour investir dans l'accompagnement que je me suis offert. D'accord, ok. Ah, ça, c'est une belle expérience en tout cas. Et puis après, chemin faisant, on commence à avoir effectivement des clients. On commence aussi à travailler son rapport à l'argent, à prendre conscience que Bien peut sûr. générer de l'argent dans sa vie en travaillant sur soi. Bon, sans rentrer dans les détails, mais du coup, ouais, les choses évoluent, puis on n'a plus besoin du colocataire, Oui. commence à générer de l'argent qu'on peut réinvestir après Ouais. dans sa société. Mais en tout cas, au début, ouais, tu as trouvé cette solution qui sortait de la boîte, j'ai envie de dire, encore une fois, pour pouvoir investir au tout début, quoi. Ouais. Ah oui, je ne l'aurais peut-être jamais fait en Belgique avec une famille avec 3 enfants, se dire ok, on va prendre un colocataire. Et le fait de vivre loin, de pas avoir oui, tout le réseau social qu'on a habituellement, on n'ose plus. Nos amis par Skype, ils se disaient ils sont malades, mais ils vivent pas avec nous au quotidien, donc on n'a pas ce regard. Et finalement, il s'est avéré que c'était une expérience extraordinaire pour toute la famille. Ouais. Je pense qu'on a eu énormément de chance sur la personne sur laquelle on est tombé, mais c'était très enrichissant et pour moi et pour mon mari et pour les enfants et pour cette personne, je pense également. Mhm. Voilà. Ok. Une petite question, comment tu t'imagines dans 5 ans, enfin, ta vision par rapport à, notamment par rapport à ton entreprise? C'est compliqué. C'est compliqué parce que je suis en pleine période de transition. On va retourner vivre en Belgique. J'ai l'opportunité d'avoir mon job de mes rêves, c'est-à-dire que je vais travailler dans une maison de naissance, d'abord en tant que deuxième sage-femme et puis en tant que première sage-femme. Et c'était quelque chose que j'avais vraiment envie de faire. Donc après 2 ans et demi d'accouchement à domicile, je vais pouvoir travailler dans une maison de naissance. Et moi, le rêve absolu, qui n'était pas à 5 ans, mais à 10-15 ans, c'était de monter ma propre maison de naissance avec cette vision que j'ai mise dans Éclore et moi, de pouvoir travailler en multidisciplinaire autour des couples dans ce moment particulier de leur vie. Et du coup, dans 5 ans, je sais pas si je me vois encore en Belgique. Je pense que dans 5 ans, dans l'idéal, j'aimerais pouvoir avoir Éclore et moi qui puisse accompagner autant les gens de manière virtuelle, continuer comme je fais maintenant, mais autant en local et que ce soit ma maison de naissance. Je me dis que quand on commence à travailler sur ses rêves et qu'on commence à les réaliser, on se rend compte que parfois il faut moins de temps qu'on pense à leur réalisation. Et du coup, le rêve qui était à 10-15 ans, je peux peut-être le rapprocher maintenant à 5 ans. Et le fait d'avoir cette expérience dans cette maison de naissance, peut-être que ce sera elle, la maison de naissance de mes rêves, et que je vais rester là plus longtemps que je le pense. Peut-être pas, peut-être que ce sera un tremplin pour oser aller mettre en place plus grand localement. Ce serait dans cette direction-là. Mais je ne veux pas perdre ce qui a été construit avec Éclore et moi dans 5 ans. J'aimerais que ça soit encore plus d'accompagnement, encore plus de personnes dans le monde pouvant bénéficier. Et l'idéal serait d'être à plusieurs sages-femmes dans la même vision
Parce que forcément, je peux pas me démultiplier, mais pour pouvoir donner accès à de plus en plus de couples à cette information qui leur permet de devenir acteurs de leur projet. Ouais. Et donc avoir cette pratique aussi bien en local qu'en virtuel, avec des accompagnements un peu différents. Enfin, en tout cas, c'est plutôt qu'en local, tu iras aussi sur le jour J. Alors qu'en virtuel, tu peux moins le faire, mais même le même type d'accompagnement. Ouais. Est-ce que tu as eu des peurs, enfin, est-ce que tu as eu des doutes ou est-ce que tu en as encore d'ailleurs par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à Éclore et moi? Et comment tu les gères ou comment tu les as gérés à ce moment-là? Écoute, des peurs et des doutes, on en a plein tout le temps, et évidemment encore aujourd'hui. Au début, c'est plutôt le doute, enfin la peur d'être un imposteur. On se dit, je suis qui pour proposer ce genre de truc. Moi, ma plus grosse peur au tout début, parce que c'est la coach que j'ai eue à l'époque qui m'a parlé d'accompagner les femmes en virtuel. Donc moi, je me voyais lancer mon activité, développer mon niveau d'anglais pour pouvoir accompagner localement ici aux États-Unis. Enfin, c'était beaucoup de frustration, beaucoup d'énergie à dépenser que j'avais pas forcément envie de dépenser. Et elle m'a dit, mais non, mais tu accompagnes en virtuel les couples francophones à ton image, avec ce que tu as envie d'y mettre. Et au début, honnêtement, je l'ai pris comme une insulte au métier de sage-femme. Parce que pour moi, c'était la proximité, il fallait être là physiquement. Et en fait, il se passe des choses incroyables, même en virtuel avec les femmes que j'accompagne. Et donc, ça a été d'abord de dépasser cette peur-là. Comment je l'ai dépassée, c'est grâce à ma coach qui a cru tout le temps en moi et qui m'a toujours dit on y va, on continue. Et puis, on n'est pas accompagné toute seule, on est accompagné avec une communauté de femmes qui créent aussi leurs projets et qui ont les mêmes doutes et à se soutenir les uns les autres. Il y a la synergie de la communauté qui fait qu'on ose plus. Et puis, arrivé à un certain niveau de développement, je vais dire, c'est-à-dire quand mon site était prêt, mes accompagnements étaient prêts, que je savais exactement ce que j'allais faire, j'ai été paralysée. Il n'y avait plus qu'à se montrer à l'extérieur et pour moi c'était une trop grosse montagne et en fait c'est un outil moi qui m'a aidée, c'est l'EFT. Qui m'a aidé à faire sauter ces croyances limitantes que j'avais à mon sujet et que j'avais au sujet du monde, sans forcément m'en rendre compte. On se rend pas compte à quel point des expériences de notre passé, on les prend dans notre présent et on se crée une réalité qui nous bloque et qui nous empêche de prendre certains passages. Et avec quelques mois d'accompagnement avec l'EFT, ça m'a permis de débloquer tout ça et aujourd'hui, j'ai une confiance en moi que je ne savais même pas pouvoir ressentir un jour. Donc, même si, voilà, parfois il y a encore des peurs sur le chemin, mais d'avoir cultivé cette confiance et de la ressentir, ça m'aide à me dire, ok, t'es là, je t'accepte en fait. J'essaie plus de la contourner ou de me dire on va faire sans, elle n'existe pas, je l'entends pas. Je la prends avec et puis j'essaie de la nettoyer, je sais pas comment dire d'autre. Ouais, donc en fait, grâce à l'EFT, apparemment, tu te sens plus autonome dans la gestion en fait, de tes doutes ou de tes peurs, c'est ça? Carrément, ouais. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a selon toi justement des... Bon, je reviens sur la notion d'expatriation, mais est-ce que tu vois des points communs entre l'expatriation et l'entrepreneuriat? Je dirais qu'il y a un point commun, c'est que et l'un et l'autre t'emmènent à te rencontrer toi-même vraiment. L'entrepreneuriat, je pensais que c'était mettre un projet à l'extérieur, mais en fait, c'est avant tout une histoire de se connaître soi, d'arriver d'abord à se faire confiance, de construire ses convictions et puis d'arriver à les mettre à l'extérieur. Donc, c'est vraiment un chemin vers soi. C'est un gros travail sur soi, l'entrepreneuriat. Je pensais pas à ce point-là, tu vois. Je pensais que l'entrepreneuriat, c'était une dépense d'énergie pour arriver à mettre en place un projet et qu'il fallait dépenser ça. Mais non. C'est surtout se rencontrer soi et l'expatriation aussi. Ça t'emmène, parce que forcément, au début, tu rencontres une certaine période de solitude et qui t'oblige à te retrouver toi et à savoir ce que tu as envie. Ça n'a pas été facile, mais je mettrais ce point commun là entre les deux. Ouais. Ouais, d'accord, ok. Et est-ce que tu aurais un tip ou des conseils à transmettre aux femmes de projet qui vont t'écouter sur plein de sujets, mais notamment sur l'état d'esprit?
Sur l'état d'esprit, euh, ben, moi, ce qui a fait la différence, c'est le moment où j'ai décidé d'avoir confiance. D'avoir confiance que quoi qu'il arrive, ça se passera comme ça doit se passer. C'est difficile à expliquer comme ça en quelques secondes, mais à un moment donné, j'ai compris que la manière dont on était à l'intérieur, c'est ce qui allait se passer à l'extérieur. Et que du coup, le fait de travailler son intérieur, de travailler sa confiance, ça va nous permettre d'aller vers ce qui nous fait vibrer. Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais bon, moi, il se fait que ça s'est fait avec l'EFT, il se fait que ça s'est fait avec des visualisations positives. Donc moi, j'utilise la sophro dans mes accompagnements, mais je l'utilise aussi beaucoup sur moi. C'est un outil qui permet de travailler le positif de son existence, quoi. Et du coup, je l'ai beaucoup utilisé dans la réalisation de mon projet. Je pense que avant de tout ça, à travailler la confiance, le point de départ, c'est savoir exactement ce qu'on veut et s'autoriser à entendre ça. Et puis après, c'est de travailler au quotidien à le visualiser, parce que le fait de le visualiser, ben, ça va lui donner plus de chances de se réaliser. Au contraire, on se dit ah non, je vais pas viser trop positif parce que je vais peut-être passer à côté, ou je vais être déçu quand ça va pas se passer. Sauf que le visualiser, se le répéter tout le temps, j'ai envie de ça, je tends vers ça, je vais aller vers ça, ben, c'est se donner les moyens d'avancer vers ça. Et puis tous les jours, enlever ces croyances qui nous limitent. Alors il faut chacun trouve son outil qui ouvre la porte. Moi, la clé, c'était l'EFT, et du coup, ça m'a permis de nettoyer toutes les croyances négatives et puis d'en remplacer en positif. Après, je sais pas si c'est suffisamment concret ce que je dis, que pour pouvoir le tenter, s'il y a des femmes qui écoutent cette interview. La chose la plus concrète que je dirais au quotidien, c'est profiter du voyage. Ce que j'ai compris aussi, c'est que c'est pas l'objectif qu'on vise. Donc c'est important, c'est très nuancé. C'est important de savoir c'est quoi que j'ai envie de vivre et se le répéter, mais finalement c'est important de profiter pendant qu'on le réalise, parce que sinon on se perd. Moi, les premiers mois, je sais que j'étais tellement avec une pression là de l'atteinte de l'objectif que finalement j'en oubliais le fait que je fais ça parce que c'est ça qui fait sens dans ma vie et que je peux être heureuse au quotidien. Je sais pas si c'est clair, mais voilà. Ce que je dis souvent, c'est un peu, et puis ça fait sens par rapport à ce que tu fais, c'est que être entrepreneur, on commence un peu bébé et puis on avance, on est sur un chemin et on se construit aussi petit à petit, on grandit petit à petit. Et donc, comme tu dis, il faut profiter de chaque moment et s'enrichir en fait. Et je pense que l'expatriation, c'est la même chose aussi. On commence petit et on grandit petit à petit. Donc finalement, expatriation, entrepreneuriat et ce que tu fais avec Éclair et moi, il y a quand même beaucoup de similitudes sur de grandir ou cette notion de chemin à parcourir avec un objectif final bien sûr, mais une aventure à vivre. C'est beaucoup la notion de se découvrir, comme tu l'évoques. Ouais, et en ayant toujours cette confiance, pour moi c'est hyper important, et que ce soit pour Éclair et moi, pour l'expatriation, d'avoir la confiance que de toute façon ça a une raison d'être. Et ça se dira, on trouvera peut-être pas, je veux dire, ça a une raison d'être si on rencontre une difficulté, d'avoir confiance que ça fait partie de notre chemin. Et ok, je le reçois et j'en profite et je continue. Plutôt que d'être dans la lutte. Et c'est la même chose pour l'accouchement, en fait. Beaucoup de similitudes. Alors moi, j'ai une petite question qui m'intéresse et qui intéresse aussi les femmes de projet. C'est le fait de se dire, tu as dit que tu avais 3 enfants, tu es entrepreneur, sage-femme, c'est aussi un rythme avec les accouchements qui est assez particulier. Comment tu arrives à concilier l'entrepreneuriat, ton équilibre perso, ton équilibre familial? Parfois, j'y arrive pas. Mais je dirais que on est à un moment de vie, enfin la vie c'est cyclique quoi, on n'est pas toujours dans un haut et comme à l'égal on n'est pas toujours dans un bas. Par contre on peut faire de plus en plus durer les hauts éventuellement et j'ai l'impression que c'est ce à quoi on touche. Donc la première chose c'est mon conjoint qui est vraiment investi dans mon projet, investi dans mes convictions aussi qu'on partage et discute beaucoup de mes convictions de sage-femme et de ce que j'ai envie d'y mettre. Du coup,
Pour lui, c'est jamais un problème si, ben voilà, à 1h du matin, je pars et puis je rentre que le lendemain à 20h peut-être ou à 21h. C'est pas un problème pour lui. Et après, comment j'arrive à le gérer, c'est cette notion de chemin, en fait, que j'ai c'est quand j'ai compris cette notion de profite de ce qui se fait en chemin plutôt que de t'acharner à avancer vers un objectif. Ben, j'ai pu y mettre la place à chaque chose de ce qui fait sens pour moi. Et du coup, ben, parfois, oui, j'ai pas écrit le nombre d'articles que je voulais, j'ai pas donné tout le contenu que je voulais pour mes clientes ou effectivement, j'ai eu un accouchement qui m'a pris toute la nuit et toute la journée et du coup, j'ai pas pu répondre à ce que je m'étais mis comme dans ma to-do list. Mais je reprends ma liste de priorités et je me dis, ben, ouais, quand même être mère, ça fait partie des toutes premières priorités. Et du coup, ben, à ce moment-là, je consacre, parce que je sais qu'il y aura du temps et c'est nouveau avec cette notion de rien n'arrive par hasard. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand je m'autorise à ça, que ce soit m'autoriser à aller prendre soin de mes enfants parce que ça fait sens pour moi, ou aller prendre soin de moi, ou aller prendre soin de mon couple, c'est que ça me permet de générer de l'énergie suffisante pour être parfois peut-être encore plus efficace dans mon projet par la suite. Versus j'y vais, je continue, il est 23h, je suis fatiguée, mais je dois absolument faire ça. Ben, parfois le résultat est moins bon, puis la manière dont on savoure le chemin est moins bon aussi. Voilà. Donc, c'est écouter. Enfin, c'est un peu ce que je retiens de ce que tu partages notamment. Ben, ouais, et c'est être au clair avec ses priorités, c'est ça. C'est s'écouter pour pouvoir définir ses priorités et leur donner à chacune une juste place et avoir confiance que en donnant son énergie et son temps à sa priorité, on aura l'énergie qu'il faut pour continuer à faire avancer la chose vers l'objectif. D'accord, ok. Alors, j'ai une question à te poser, mais je pense que je connais la réponse. Mais si c'était à refaire? Ben, je referais tout pareil. Non, je referais pas tout pareil. Je profiterais plus du chemin au début. Parce que moi, les 9 premiers mois ont vraiment été douloureux. D'où éclairez-moi. Ouais, vraiment, les 9 premiers mois ont pas été faciles. Et je sais pas comment, c'est ça qui est difficile. Mais je prendrai plus attention à avoir confiance dans le fait que ça va se faire. Et ce que j'ai compris aussi, c'est que je reviens toujours avec cette notion d'objectif, mais souvent les frustrations, c'est oui, mais c'est parce que j'ai envie d'avoir fini ça, ou peu importe le projet. Mais en fait, quand on est entrepreneur, expatrié, femme, je mettrais femme aussi dans le lot, et mère, c'est jamais fini. Parce qu'on est toujours en évolution. Et donc, ce qu'on crée, nos projets qui nous ressemblent, ils vont toujours évoluer avec nous. Et dès lors on me l'a répété, ma coach, elle me le répétait, sauf que je pouvais pas l'entendre. Et puis, à un moment donné, il fait qu'il y a une phrase qui fait, ah ouais, c'est ça qu'elle veut dire. Et j'ai compris, il y a pas longtemps, c'est jamais fini. Et ça va toujours être en évolution. Et du coup, ben, c'est ça aussi qui me permet de savourer le chemin. Et je trouverai une manière, si c'était à refaire, de comprendre ça plus tôt. D'accord. Est-ce que tu as autre chose à partager, des questions peut-être que quelque chose qui te marque toi ou qui t'identifie en tant qu'entrepreneur, femme entrepreneur, et que je t'ai peut-être pas posé comme question pour les femmes de projet? Non, j'aurais pas quelque chose à rajouter par rapport à moi et en tant qu'entrepreneur. J'aurais quelque chose à rajouter sur l'importance d'être accompagné dans le développement de ces projets. Parce que seul, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas facile et l'accompagnement permet vraiment non seulement d'aller encore plus profondément à l'intérieur de soi, d'aller parfois plus vite, mais plus en sécurité. Et ça fait la différence. Tu vois, c'est pas forcément parler de moi, mais ça, je l'avais pas retenu de tout ça, ouais. Ouais, parce que avant l'expatriation, et c'est ça qui est marrant, c'est qu'on s'expatrie puis on se retrouve tout seul et c'est ce qu'on cherche. Nous, c'était un projet de vie. Et finalement, de m'être retrouvée seule, je me suis rendu compte à quel point j'avais besoin d'être entourée et accompagnée
de manière juste avec qui je suis. Mais ça m'a aussi appris ça parce que j'avais tendance à peut-être à être un peu rebelle. Non, j'ai pas besoin des autres ou d'avoir cette croyance-là. Et en fait, à quel point on a besoin des autres et à quel point les autres nous permettent d'aller encore plus loin sur qui on est. Ouais. Voilà. Ok, bah, très bien. Merci beaucoup Stéphanie. Là, ça a été riche de partage et c'est même pas des renseignements, mais de partage et d'expérience. Et je pense que ça va vraiment inspirer les femmes de projet. Donc, je te remercie vraiment pour cette interview. Ben, merci à toi, Anne, j'espère. Et je te souhaite aussi plein de réussite dans ton projet. Merci. Bonne journée. Bonne journée.